Je donne la parole, je ne sais pas s'ils ont pu nous rejoindre, j'espère, oui, je vois Joris. Alors, je donne la parole pour la dernière intervention à Cyrielle Clavry et Joris Delivre-Mélorne. Cyrielle, vous avez 15 ans d'expérience dans le secteur associatif du handicap. Vous avez exercé différentes fonctions, communication, gestion des connaissances, innovation, avec à chaque fois un souci de la réflexion éthique et une approche sur les droits humains, ce qui vous a conduit à mener un plaidoyer de conviction et à présider la commission santé, bien-être, bien-traitance du CNCPH, CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et vous avez récemment passé la main à Joris Delivre-Mélorne, donc vous allez nous faire une intervention à deux voix. Joris, de votre côté, vous avez travaillé de 2014 à 2017 au cabinet de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Vous étiez notamment en charge du suivi du 3e plan autisme. De 2017 à 2020, vous avez été chef du projet paralympique auprès du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes secrétaire de l'association TDH France Hyper Super TDH Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et vous avez récemment succédé à Cyrielle à la présidence de la commission santé, bien-être et bien-traitance du CNCPH. On vous passe la parole pour une vingtaine de minutes tous les deux. Essayez vraiment, si c'est possible, de tenir votre temps pour qu'on ait un moment de discussion avec l'ensemble des intervenants. Merci. À vous. Oui, bonjour, merci à toutes et tous. Je vais faire l'introduction puisque je m'excuse par avance, j'interviens depuis ma voiture, c'est la vie de responsable associatif. C'était extrêmement intéressant d'avoir les deux prises de parole précédentes. Évidemment, la perspective depuis le positionnement des personnes en situation de handicap recoupe énormément des points et des biais qui ont été évoqués, mais ça mérite un certain focus. Et c'est l'argumentation qu'on a élaborée avec Cyrielle et que je laisserai Cyrielle dérouler pour des questions de praticité. Pour introduire un petit peu le propos avec la spécificité des personnes en situation de handicap, c'est évidemment généralement la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que auprès des populations concernées par une situation de handicap, on retrouve l'ensemble des biais qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les personnes migrantes, comme ça a été évoqué dans la première intervention de l'après-midi, mais également ce qu'on a évoqué en creux autour, on va dire, de la grossophobie ou d'autres biais intégrés par les patients. Et la période qui se poursuit, mais notamment autour de la première vague avec cette notion de tri, a été très fortement perçue, tout en étant un peu invisibilisée. Et c'est pour ça que je remercie vraiment de l'Espace Éthique de nous avoir associés à cette réflexion, puisqu'on voit qu'on parle encore beaucoup là, des personnes âgées et du médico-social avec le prisme des EHPAD. Bien entendu, le médico-social, c'est plus de la moitié des établissements et services qui suivent des personnes en situation de handicap. Donc, c'est des situations qu'on a bien connues et maintenant, j'interviendrai en complément si besoin derrière. Merci beaucoup. Merci Joris. Oui, en préalable, merci de nous accueillir bien évidemment, mais je tenais également à un peu préciser notre posture parce que nous ne sommes pas des chercheurs, mais plutôt des personnes qui sommes des porte-paroles ou des personnes directement concernées d'ailleurs, qui sommes des porte-paroles du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et effectivement, nous avons des retours de terrain qui viennent aussi bien des personnes que des familles, que des établissements, ce qui explique peut-être un petit peu aussi notre posture peut-être un petit peu moins scientifique, on va dire. J'aimerais enchaîner en disant qu'effectivement, la crise Covid a été une loupe qui s'est mise sur les problématiques d'accès aux soins des personnes en situation de handicap que l'on connaît de tout temps et qui n'a été que mise en lumière par la crise. Donc, c'était une opportunité pour nous de pouvoir pousser un plaidoyer un peu plus important de par ce prisme-là. Mais ce que l'on peut dire de façon donc générale, mais aussi à la lumière de la crise, c'est que pour nous, en tout cas, concevoir le soin, un soin impartial, neutre, qui serait en fait l'application systématique et désincarnée d'un protocole médical,
n'est absolument pas désirable, en tout cas de notre point de vue. C'est un soin adapté à chaque personne qu'il est. Et quand on parle de personnes, on a une approche holistique, bien sûr, par essence dans le handicap, puisque le handicap, c'est la conjonction d'empêchements, mais aussi des barrières de l'environnement. Et j'ajouterais même un troisième facteur qu'on voit un peu plus dans la CIF, donc la classification internationale des fonctionnalités, que dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées, c'est aussi l'envie, le projet de la personne qui est constitutif du handicap, parce que des personnes peuvent se contenter de ce à quoi elles ont accès. Pour d'autres, cela va constituer une réelle souffrance, et donc c'est un critère de plus à intégrer dans une vision comment dire, en 3D de ce qu'est le handicap. Donc un soin pour nous qui soit juste, c'est un soin qui soit acceptable pour le patient, c'est un soin qui soit acceptable dans son milieu de vie. Et ce qu'il faut traquer, selon nous, ce sont bien évidemment les biais cognitifs, on en a entendu parler, et les a priori, qui peuvent mener à de véritables problématiques de prise en charge, des incompréhensions et des prises en charge carrément inadaptées. Par exemple, je vais essayer d'être très, très concrète, le fait de mettre sur le compte du handicap des manifestations qui peuvent découler de problématiques somatiques. Ça, c'est typique dans l'autisme, où on a des manifestations de violence, d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité. Donc, la tendance, c'est la contention, c'est, passez-moi l'expression, de cachetonner, alors que bien souvent, on se rend compte que ces problématiques de violence sont dues à des souffrances proprement somatiques, à une rage de dents, par exemple. Comme la personne autiste, elle ne peut pas l'exprimer, donc elle va s'automutiler, elle va agresser tout le monde parce qu'elle souffre, tout simplement. Et du coup, on va avoir des réponses, au-delà d'inadaptées, on va mal diagnostiquer la source de ce comportement. Et ça, c'est valable également avec les violences sexuelles sur le tout venant, mais également sur les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap. On va mettre sur le compte le handicap, le fait qu'ils se renferment, par exemple, qu'ils ne communiquent pas avec autrui, alors qu'en fait, ce renfermement et cette non-communication majorée est due au fait d'avoir subi des violences. Donc, le handicap, ça peut être un nuage qui va cacher et qui va brouiller le jugement médical et donc mener à une mauvaise prise en charge. Donc, c'était un premier point pour nous. Alors, bien évidemment, et ça a déjà été dit, chacun a ses propres projections, a son bagage de valeurs, de jugements et de stéréotypes. Et bien évidemment qu'on a besoin de stéréotypes pour pouvoir agir de façon automatisée et efficiente. Mais, donc, ça nous aide à penser le monde. Mais il ne faut pas pour autant perdre de vue qu'il nous faut avoir une réflexion permanente. Et ça, on va majorer cette injonction d'humanité chez un professionnel de l'accompagnement. L'idée, c'est que le professionnel se connaisse suffisamment, connaisse ses stéréotypes et essaye, tant que faire se peut, de ne pas les faire intervenir dans sa pratique. Exemple hyper concret, je vais prendre l'EHPAD parce qu'on va dire qu'on est obsédé par les personnes en situation de handicap autrement, mais c'est complètement valable en établissement médico-social handicap. Quand vous avez des infirmières ou des accompagnants qui disent « Ah, j'ai vu Madame Michu embrasser Madame Claudine, je vais le dire à leur enfant. » Mais de quel droit, en fait? Donc, du coup, l'accompagnement et le soin global que l'on doit dispenser s'en trouve impacté. Il faut bien qu'on ait conscience que quand on est un professionnel, on peut penser ce qu'on veut à l'extérieur des comportements homosexuels, mais que ça n'a pas à rentrer à l'intérieur de l'établissement. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui induit, puisque ce sont des personnes qui sont enfermées, ça induit une distorsion dans l'accompagnement et le soin qui peut être prodigué. On a également réfléchi beaucoup à la commission santé sur cette prise en charge différenciée, cette différenciation des soins. Mais nous, on avait une lecture, alors peut-être moins scientifique que celle qui a été faite, mais ce qu'on essaye de promouvoir, c'est le fait que forcément, pour pouvoir avoir une approche altruiste, on va être obligé de différencier au moins la façon dont les entretiens se passent, parce que tout simplement, il faut s'adapter aux personnes qu'on a en face pour arriver à la bonne information qui va nous permettre de donner le bon diagnostic. Donc, je pense bien entendu au fait de savoir
s'exprimer de façon à être compris. Ça, c'est valable pour les déficiences intellectuelles. Ça peut être valable pour les allophones. Ça peut être valable, effectivement, comme on l'a dit, pour des femmes d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas les mêmes compréhensions culturelles et représentations des termes que l'on donne. Et j'aimerais pour cela prendre un exemple tout simple. Muriel Salmona a beaucoup travaillé, encore une fois, sur les violences faites aux femmes et il est admis qu'avec une simple question, mais que l'on systématise lors des entretiens médicaux, on peut avoir un niveau de repérage qui soit plus efficient que le niveau actuel. Donc, cette question, elle est toute simple, c'est subissez-vous des violences? Donc, ce serait une question universelle. Mais la façon de la poser ne doit pas être universelle, sinon on va passer à côté de pas mal de personnes. Peut-être qu'un enfant, par exemple, n'en comprendra pas le sens. Une personne qui a des troubles cognitifs n'en comprendra pas le sens non plus. Une personne qui pratique la langue des signes française ou une langue étrangère n'en comprendra pas le sens. Mais pour autant, il faut garder cet universel qui est de poser la question. Il ne faut pas se dire parce que cette personne, cette patiente qui est devant moi, vient d'un statut social élevé avec un biais cognitif très, très positif et qu'elle, bien sûr, ne peut pas être battue puisqu'elle sort de milieux aisés. Il ne faut pas s'empêcher de lui poser la question pour autant, sinon on risque de passer à côté. Idem, il ne faut pas s'empêcher de poser cette question à quelqu'un, une dame qui est accueillie en EHPAD, une dame qui est hospitalisée, ou une dame ou un homme d'ailleurs, qui est en établissement médico-social, en supposant que parce qu'il est accueilli en établissement, il a forcément une bienveillance et il est forcément protégé de la maltraitance et de la violence. Donc là, on revient sur un niveau beaucoup plus sociologique, bien au-delà des problématiques qu'on a pu avoir plus haut, plus techniques sur le soin en soi. Il faut aussi, donc pour pouvoir accéder à la bonne compréhension du passant, il faut savoir utiliser la langue, les outils de communication et surtout prendre le temps de le faire. Prendre le temps de recueillir un consentement aussi éclairé soit-il. Et cela, par essence, vient en contradiction avec des protocoles normés ou des temps que l'on a pu mettre. La CNSA a été même jusqu'à mettre dans des guides 3 minutes pour faire une toilette. Mais en fait, pour faire une toilette d'une personne qui est en fauteuil et dont il faut faire le transfert, pas exactement, par rapport à une personne qui est déjà alitée, par exemple, ou une personne qui a juste une autre problématique passagère. Donc, évidemment, tout ce qui est normé, protocolisé, ça va induire même si on fait le même soin, l'effet sera moins probant, moins efficient et ça induit pour moi une distorsion dans le soin qui est prodigué et dans l'égalité des chances derrière. Donc, ce qu'on veut dire, nous, c'est que la neutralité du soin au sens noble, ce n'est pas son industrialisation, ce n'est pas sa normification, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce n'est pas un process, ce n'est pas un protocole. Pour nous, la neutralité du soin, c'est s'assurer que nous, en tant que professionnels, n'avons pas d'a priori. Alors, l'a priori, il peut être par méconnaissance, par projection, parce que j'ai cette image de la femme d'Afrique subsaharienne, par exemple, ou de la personne en situation de handicap, ou par commodité. Ah ben tiens, ma table, elle n'est pas top, bof, je ne peux pas mettre cette personne en fauteuil dessus, ben je vais peut-être regarder sur son fauteuil directement. Ben, peut-être qu'en regardant sur son fauteuil directement, je vais quand même passer à côté d'une grosseur parce qu'elle ne sera pas en position allongée. Ou parce qu'une modalité de traitement n'est pas pratique par rapport à un corps qui n'est pas un corps normé ou standardisé. Mais en plus de ces évidences-là, j'ai envie de dire, la question de l'inégalité se pose aussi sur un plan institutionnel. C'est-à-dire, je voudrais prendre par exemple les soins sur les personnes en situation de handicap en établissement. Comme ces établissements sont pour partie, donc là je parle de femmes et de masse, de foyers d'accueil médicalisés, pardon, et de maisons. Oh, bah tiens, j'ai un trou, Yoris. Maison masse, j'ai tellement l'habitude de le dire. Maison d'accueil spécialisée. Merci. Donc, comme ils sont financés sur l'ARS,
il y a des ping-pong qui existent entre le fait que on veut que ce soit la carte vitale du patient qui prenne en charge la différence, mais le patient n'a pas conscience, l'établissement ne veut pas que le soin soit effectué parce que ça vient impacter son budget, et il y a une espèce de brouillage dans la lisibilité de qui doit payer quoi, qui, in fine, est nuisible, et on s'en rend compte que les taux de dépistage et les taux d'accès à certains soins sont moindres en établissement du fait de ce brouillage des cartes. Alors, c'est quelque chose qui est complètement identifié puisqu'il a été c'est cité dans le rapport Philippe de Normandie. La question du transport l'est tout autant. Et on essaye de travailler dessus en ce moment. Et normalement, il y a des expérimentations qui vont venir sur justement un recours systématisé à la CEPAM en fait, pour payer le soin des personnes accueillies dans les établissements. En gros, tout le matériel qui va être lié à l'établissement, comme les lits médicalisés, etc., sera bien dans la dotation de l'établissement. Mais après, le coût des soins, des radios et autres, sera pris sur la carte vitale de la personne. Donc, c'est une tentative de casser un peu cette inégalité d'accès aux soins qui résulte d'une organisation sociale et non pas d'un état de santé. On avait également enchaîné naturellement sur la question du tri des patients dont on vient de parler. Donc, c'est quelque chose qui a été ressenti avec une énorme violence du côté des familles, des personnes en situation de handicap et de leurs parents, bien évidemment. On a ressorti la célèbre phrase « il n'y a pas de vie majuscule », et ce qui révèle bien en creux le sentiment que nous avions d'une moindre valeur de la vie des personnes âgées, des personnes avec des parcours complexes, socialement complexes, j'entends, et des personnes en situation de handicap. Nous avions pointé au CNCPH à l'époque le manque de recours aux comités éthiques régionaux ou aux comités de personnes, comme ça peut se faire dans la fin de vie avec des personnes qui peuvent témoigner de ce qu'était la vie du patient ou avant la maladie, ce qui se fait actuellement. Nous avons des directeurs d'établissement qui suivent des personnes avec des pathologies lourdes, qui sont aux côtés de la famille pour témoigner de ce qu'était la vie du patient, de leur qualité de vie au moment de la prise de décision. Et ça, avec l'urgence de la crise, on s'est allègrement assis sur tout ce qui était démocratie sanitaire et recours un petit peu à tout ce qui était collégial hors médical. Et c'est quelque chose que l'on a bien regretté, tout en comprenant évidemment un certain niveau de stress dû à l'urgence de la situation. Mais pour abonder dans le sens de ce qui a été dit précédemment, on a eu le témoignage de parents d'une petite fille polyhandicapée qui, du fait de sa pathologie, a décompensé au niveau respiratoire, et lorsqu'elle a appelé le SAMU, elle a été refusée puisqu'il donnait la priorité aux patients Covid, alors qu'elle avait besoin d'un accompagnement respiratoire et que c'est des choses qui lui arrivaient régulièrement. Donc, effectivement, le Covid, non-Covid a bien été un facteur, en tout cas, de tri ou d'accès aux soins. Et ça, c'est assez problématique pour les personnes en situation de handicap, surtout qu'elles sont touchées de plein fouet et plus que la population générale par les déprogrammations. Puisque quand vous reportez votre injection de toxines botuliques, vous perdez de la spasticité, vous perdez de la qualité de vie, vous augmentez la souffrance et vous recommencez votre rééducation au départ, pas au départ, j'exagère, mais vous avez perdu en tout cas des temps de rééducation. Et ça, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément finir en réa derrière. Vous avez aussi des problématiques des personnes dialysées où au début des protocoles, on les empêchait de manger alors qu'ils restaient connectés pendant des heures et des heures. Nous avons alerté sur ce deuxième choc sanitaire qui allait arriver du fait du décalage de tous ces soins qui impactent grandement leur qualité de vie et les chances, en fait, au final, ces fameuses inégalités de santé qui vont s'accroître forcément du fait de ces reports et de ces déprogrammations. Du coup, ce qu'on voulait dire un petit peu pour respecter notre timing, c'est que pour nous, un soin qui soit sans biais, c'est un soin qui est apporté suite à une analyse éclairée, différenciée dans la façon de produire l'interaction, dans la façon de prendre
la décision. On n'a pas industrialisé l'analyse. On a des points de vigilance, mais ce n'est pas quelque chose de processé de façon un peu froide, qui soit bien compris par la personne, par le patient. Et ça, chez nous, c'est très important. Et qui soit acceptable par le patient et par son entourage dans son milieu écologique. Merci beaucoup. Merci Cyrielle et Joris d'avoir tenu le temps et en même temps d'avoir dit des choses fortes illustrées par toute une série d'exemples. Vous avez vraiment bien suivi.